Suivez toutes vos émissions et programmes préférés sur AfroWeb TV. AfroWeb TV vous propose un programme varié et diversifié sur www.afrowebtv.com. Sur AfroWeb TV, ce sont des reportages, des interviews, des émissions interactives, des débats et des documentaires entrecoupés des informations. AfroWeb TV, disponible sur YouTube et sur www.afrowebtv.com. AfroWeb TV, la télé plus proche de vous et dans vos téléphones. Bonjour, bonsoir à tous et merci infiniment d'être avec nous pour ce numéro spécial, émission spéciale, invité spécial pour discuter des thématiques qui vous intéressent. Aujourd'hui, nous allons aborder donc le cas des États-Unis où nous parlerons des enjeux des élections puisque le 5 novembre prochain sera donc la date officielle pour que les Américains se rendent aux urnes. Vous savez que les Républicains également ont fini donc leur convention la semaine dernière où on a eu le privilège de représenter la diaspora africaine, surtout où vous nous avez reçu sur le www.afrowebtv.com ou carrément sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine. Notre invité aujourd'hui, chers amis téléspectateurs, amis internautes, auditeurs, c'est Monsieur Tché Alphonse Relolosson Nyamassadi Hefume Laté. Il est analyste et analyste politique et économiste. Puisque c'est un homme à plusieurs casquettes, nous nous honorons de votre présence, chers amis, depuis le Canada. Bonjour, comment est-ce que vous allez? Bonjour Moïse, je vais très très bien. Je salue toute votre équipe. Merci pour ce travail de communication que vous faites avec beaucoup de professionnalisme et de brio. C'est le lieu, en tout cas, de vous dire toute notre admiration parce qu'on sait que c'est pas facile. Permettez-moi également de saluer tous les Togolais au Togo et dans la diaspora. Et au début de cette émission, je voudrais m'incliner avec beaucoup de respect et de déférence devant la mémoire de nos soldats qui sont tombés au cours de cette attaque ignominieuse, cette attaque terroriste qui a vu une douzaine de nos militaires tués et certains disparus. Nous voudrions avec solennité présenter nos condoléances les plus attristées aux forces armées togolaises, aux familles des militaires, à leurs enfants et à tout le peuple togolais. Nous ne pouvons pas présenter ces condoléances sans interpeller les autorités togolaises, Fort Gnassingbé, qui a usurpé, n'est-ce pas, le pouvoir d'être le chef des FAD, des armées togolaises, et son irresponsabilité, l'irresponsabilité de l'état-major face à cette attaque et le fait qu'ils n'ont pas pris les mesures, non seulement pour protéger le territoire togolais, mais également à ces militaires qui ont été laissés à eux-mêmes et qui sont tombés sur le champ d'honneur. Et donc, Fonya Singbe a annoncé des milliards de nos francs pour une loi de programmation militaire. On ne voit pas les résultats de cela. C'est le lieu pour nous de l'interpeller, d'interpeller son gouvernement, le ministre de la Défense, mais aussi l'état-major. On voit qu'ils sont incapables d'assurer la sécurité des Togolais, et bien qu'ils rendent leur tablier et que les militaires togolais prennent leurs responsabilités pour chasser ces hommes incapables de façon à ce qu'ils puissent mettre devant des gens capables, non seulement pour assurer la sécurité du Togo, mais également pour l'ensemble des militaires du peuple togolais, pour que les Togolais se sentent en sécurité sur le territoire togolais. Le deuxième élément que je voudrais également évoquer au début de cette émission, c'est les prisonniers politiques. Ils sont une centaine dans les géoles de Fort Gnassingbé. Nous réclamons nous réclamons la libération de tous ces prisonniers. Il faut noter que parmi eux, il y a Omolou Jean-Paul qui croupit en prison, qui est malade, dont la condition de santé se dégrade. Il y a Aziz Goma également qui est gravataire. On ne comprend pas, malgré toutes les décisions, que ce soit de la CEDEAO ou de l'ONU, qui réclament sa libération, eh bien, l'État togolais
s'enferment dans un autisme incompréhensible, c'est de la méchanceté, c'est de la sorcellerie. Il y a le cas de Fadel, de Abévi. Il y a également la seule dame parmi eux, Léla Traoré, qui souffre de problèmes cardiaques et qui est également maintenue en prison. Alors, ils sont nombreux, ces jeunes, plus d'une centaine dans les geôles de Fonia-Singé, tout simplement pour avoir manifesté. Certains sont innocents, mais on les retient sans jugement et que certains meurent. Il y a eu 9 Togolais qui ont été assassinés dans les geôles de Fonia-Singé depuis 2018. Et donc, ça ne peut pas continuer cet état bananière où il n'y a pas de justice, où la justice est devenue l'injustice. Ces juges qui condamnent et qui maintiennent, n'est-ce pas, ces prisonniers également, un jour devaient rendre compte au peuple togolais. Les tortionnaires, les geôliers qui les maintiennent dans des conditions cruelles, inhumaines, dégradantes, également doivent rendre compte. Et Pyramide travaille à sortir de l'anonymat tous ces criminels qui font partie de l'appareil de répression de Fonia-Singé, que ce soit les militaires qui torturent, que ce soit les tortionnaires, mais que ce soit également les juges qui contribuent à cet appareil répressif qui maintient le peuple togolais dans la souffrance, dans la terreur, dans la violence. Ça fait 60 ans qu'une seule et même famille dirige le Togo d'une main de fer. Je crois que le moment est venu, surtout avec le Rubicon qui est franchi. 87 députés en une nuit, nuitamment, s'attaquent à la constitution du Togo et font un braquage constitutionnel, arrachent aux Togolais le droit inaliénable et constitutionnel de choisir librement leurs dirigeants. Et bien, cette constitution de 92 qui a été attaquée, qui a eu un hold-up sur cette constitution, le peuple togolais n'est pas du tout d'accord. La constitution de 92 va être rétablie et ceux qui ont commis ce crime imprescriptible doivent payer, doivent répondre de leur crime, quel que soit le temps que ça prendra. Voilà, donc je voudrais évoquer ces sujets qui me paraissent absolument importants et urgents sur la question togolaise avant donc d'aborder le sujet sur les États-Unis. Merci pour votre invitation et je dis au peuple togolais qu'il y a des raisons d'espérer. Il ne faudrait pas qu'il se décourage, qu'il reste mobilisé, ensemble, unis. Nous allons nous mettre fin, nous allons nous débarrasser de ce régime kakistocratique qui tient le Togo d'une main de fer depuis plus de 60 ans. Merci, cher Rémi, d'avoir accepté notre invitation. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous connaissons véritablement votre engagement pour le peuple togolais. Alors, bien avant donc de rentrer dans le vif du sujet, sur lequel nous vous avons invité pour cette émission concernant les enjeux des élections aux États-Unis, la semaine dernière s'est tenue la Convention des Républicains. Qu'avez-vous retenu, vous, exclusivement, en tant qu'analyste? Il faut avouer que la Convention des Républicains est une grande messe qui n'a pas beaucoup laissé de surprise. Vous voyez, on savait que Trump devait être investi comme candidat, n'est-ce pas, des Républicains, puisque depuis qu'il est entré en politique, eh ben, il a bousculé tous les codes de la politique américaine et donc il n'y a aucun candidat qui arrive à ses chevilles, il écrase tout sur son passage, c'est un bulldozer, il a l'argent, il a la machine, ses méthodes font en sorte que, eh ben, il a cette capacité d'aller surfer sur une forme de nationalisme d'extrême droite, de la droite américaine, sur les questions d'immigration, les questions de racisme, les questions d'inégalité, et aussi le fait que, ben voilà, on doit pouvoir sacrifier l'ingénierie sociale, la question d'éducation, la question de santé, et essayer de pouvoir privilégier les riches et leur faire une assiette fiscale assez favorable pour favoriser, n'est-ce pas, l'évasion fiscale. Et donc, lui-même étant un exemple, puisque en 20 ans de vie, en 20 ans d'activité économique, il ne paye pas, il n'a pas payé d'impôts. Donc, voilà ce modèle qu'il a essayé de vendre aux Américains. Et effectivement, ça a un certain écho dans la droite américaine.
Et ça mobilise donc une certaine frange de la population, qui fait en sorte qu'il n'y a pas eu vraiment de débat je dirais, de course à la nomination au niveau des Républicains. Et donc, on s'attendait au sacre de Trump. Mais il y a eu un événement qui, quelque part, a changé la dynamique des choses. C'est cette tentative d'assassinat à laquelle le président Trump a échappé. Et donc, ça a imprimé une nouvelle dynamique. Et donc, on a vu que Trump est arrivé à cette convention avec un ton assez posé au départ. Et cette convention a plutôt cherché à magnifier le miraculé, l'homme providentiel, l'homme qui rebondit, qui, malgré la situation très difficile, n'est-ce pas, liée aux premières minutes de la tentative d'assassinat, il s'est relevé point en main. Donc, puisque c'est quelqu'un qui vient du showbiz, il connaît l'importance de l'image, l'importance du spectacle. Vous voyez, donc, ce qui devait être un drame s'est transformé en une forme je dirais, de film hollywoodien où Trump, main levée, continue pas à crier fight, 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 alors que, bon, il y a quelques secondes, sa vie aurait pu être décidée. Donc, la convention a été donc un moment vraiment où il a été porté comme le héros, la force même, la puissance divine, l'homme providentiel, qui va même tutoyer, n'est-ce pas, le récit américain, hein, le rêve américain de ce que les Américains aiment, cette forme de légende. Et donc, quelque part, me semble-t-il, la Convention n'a pas laissé de place à la surprise, mais on a vu très rapidement que Trump, dans la dernière partie de son discours, n'a pas pu vraiment se tenir dans les limites qui lui sont proposées, en tout cas conseillées. Il est sorti de son discours sur prompteur pour commencer par devenir le réel Trump, comme on le connaît, avec des discours assez enlevés et des raccourcis, n'est-ce pas, comme limite sur la question d'immigration, où les immigrants sont indexés, sont accusés de tous les maux MAUX des Américains. C'est eux qui sont les violeurs, les drogueurs, les tueurs, etc., qui sont dans les trafics de drogue, tout ce qui est faux. La question également du racisme, où on a une certaine magnificence, n'est-ce pas, de la race blanche. Vous voyez, et son discours, aussi, Make America Great Again, tout simplement parce que, pour lui, la, le, le passage d'Obama n'a pas permis à l'Amérique d'être grande. L'Amérique a perdu. Et donc, il fallait qu'il vienne au pouvoir je me rappelle de l'un de ses slogans qui disait Take our White House back. Take our White House back. Reprenons notre Maison Blanche. Comme si Obama, lui, n'est pas un Américain ou il n'a pas le droit d'être président des États-Unis. Donc, il y a toujours ce relent raciste, n'est-ce pas, d'une forme d'une frange de la population blanche d'un certain âge qui, pour eux, doivent toujours garder le pouvoir dans les mains d'un cercle de blancs anglo-saxons racistes. Alors, il porte ce discours-là. Il s'est adjugé d'un policier, M. Vince, qui également est nage dans ses eaux de radicalisme sur les questions d'immigration, la question du racisme, également sur la question des femmes, puisqu'ils sont contre l'avortement. Et ça va aller titiller une frange également de la population américaine qui est pro-vie. Et donc, c'est des sujets assez conflictuels, des sujets clivants et qui n'arrivent donc pas à trouver une certaine forme de consensus dans la politique américaine.
Alors, le couple a fait donc bon visage au cours de cette convention et ce qui a également a fait leur force, donc comparativement au miraculé, à l'homme de légende qui a échappé à un attentat et qui, on dirait même, il y a quelque chose de christique, c'est-à-dire c'est le ressuscité qui vient avec force et qui va reprendre, va faire en sorte que America sera grand encore, great again. En face de lui, paradoxalement, on voit un Joe Biden qui présente justement des signes de fatigue, de sérénité, de santé mentale, et donc et qui amène beaucoup d'Américains à douter sur sa capacité à porter sur ses frères épaules les leviers de ce grand paquebot qui est la première puissance mondiale, les États-Unis. Et donc ce doute est commencé par prendre écho dans les esprits parmi les ténors du Parti démocrate, parmi les militants également. Et il fallait donc un électrochoc pour changer la dynamique des choses, puisqu'on voit Trump et M. Vance sur une pente ascendante, et contrairement au Joe Biden sur une pente descendante. Il fallait donc un électrochoc pour inverser le cours de la dynamique de la campagne. Avec la décision alors de Joe Biden de se retirer, eh ben, ça a créé cet électrochoc qu'on attendait et qui fait en sorte que les cartes se redistribuent. Et aujourd'hui, on a l'impression que nous vivons une nouvelle campagne et une nouvelle dynamique qui fera en sorte que eh ben, la convention des républicains doit revoir sa tactique, doit revoir son narratif, son plan de match, puisque tout a été misé sur l'adversaire qui est Joe Biden. Aujourd'hui, Joe Biden n'est plus dans la course. Eh bien, il fallait alors refourbir les armes, revoir toute la nomenclature de leur stratégie. Sinon, ils sont sur une pente défilante maintenant, puisque la course est inversée. Et l'âge qui était, je dirais, un fardeau pour les démocrates, que Trump utilisait, eh bien, cet âge-là se retourne aujourd'hui contre Trump parce qu'il est le plus vieux maintenant de la course, à 78 ans, avec aussi quelques problèmes de santé, de sérénité. Eh bien, il y a quand même des raisons de croire que la dynamique s'est inversée est aujourd'hui à côté, en tout cas, des démocrates. Je terminerai rapidement sur ce sujet avec deux éléments. Alors, toutes ces campagnes se jouent sur fond, n'est-ce pas, de la guerre d'Ukraine, qui est une posture géopolitique qui a beaucoup de conséquences sur le plan géopolitique. Les démocrates se sont engagés pour cette longue guerre, alors que les Trump et son colistier, eux, veulent mettre fin à cette guerre. Donc, cet enjeu est très, très important. Et les démocrates ne veulent pas perdre le pouvoir parce qu'ils ne veulent pas voir cette guerre s'arrêter. Il y a beaucoup d'investissements, beaucoup d'engagements avec l'OTAN pour pouvoir essayer d'affaiblir la Russie et contrer l'hégémonie économique chinoise. Donc, ça a beaucoup d'intérêt pour les États-Unis. De ce point de vue, il me semble que toutes les bouchées seront mises pour que les démocrates gardent la main sur le pouvoir aux États-Unis. Le deuxième élément, c'est Trump, le traumatisme de Trump lui-même. On se rappelle ces 4 années qu'il a passé au pouvoir. Donc, le fait qu'il constitue un risque pour les institutions démocratiques, qu'il n'a pas accepté de perdre le pouvoir, le verdict des urnes, et tout ça fait en sorte que Trump est en soi une menace, n'est-ce pas? Et donc, les gens ne peuvent pas vivre encore ce traumatisme, et tous les moyens sont mis en place aujourd'hui pour l'empêcher de reprendre le pouvoir. Voilà, tracé graphiquement, je dirais, les grands enjeux qui structurent la dynamique de campagne aux États-Unis. Alors, hier, le président Joe Biden faisait son discours et martelait donc de sauver la démocratie. Et l'une d'autres choses qu'on peut également énumérer, et il y a également le retrait dont vous avez parlé donc du président Joe Biden dans la course, qui coïncidait
véritablement avec donc la remise en main, sinon donc la main tendue du président Joe Biden à Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis. Quelles leçons pouvons-nous tirer, vous en tant qu'analyste, vous en tant qu'acteur politique, de toute cette situation, Monsieur Tchereloula Sodiamassadi Hefoume? Il me semble que la décision de Joe Biden est une décision salutaire. Il ne s'est pas accroché au pouvoir, comme on pourrait le voir ailleurs, par exemple en Afrique. Vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, le président Ouattara a 82 ans, mais il rempile encore, il veut rempiler pour la prochaine élection. On se demande, il avait fait croire qu'il n'avait pas des gens suffisamment préparés pour prendre la relève, puisque le Premier ministre, dont apparemment il tablait sur sa candidature, est décédé de façon inopinée, de façon rocambolesque, quelques jours avant sa nomination. Et depuis, on ne trouve personne en Côte d'Ivoire pour pouvoir le remplacer. Donc, c'est des cas, je dirais, assez ubuesques, assez grotesques que montre, que montre l'Afrique à travers donc le président ivoirien. Alors, il peut servir le retrait de Joe Biden à 81 ans peut servir de leçon à ces dinosaures africains pour comprendre que il faut passer le relais. Il faut faire en sorte que la relève puisse être formée et puisse avoir les compétences nécessaires de reprendre la main et de ne pas s'accrocher au pouvoir ad vitam. Le deuxième cas le plus emblématique, c'est le cas du Cameroun. Le président Paul Biya a 91 ans. Et tenez-vous bien, il se prépare à remplir pour un énième mandat pour 7 ans, alors que ça veut dire qu'il va finir son mandat, si Dieu lui laisse la vie, à 98 ans. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité qu'un chef d'État puisse s'accrocher au pouvoir aussi longtemps. Alors on se demande même si toute la capacité intellectuelle, si à cet âge-là, eh ben, est-ce qu'il a tout son sens, toute sa mémoire, son intelligence, sa capacité cognitive à pouvoir gouverner un pays aussi exigeant que le Cameroun. Donc voilà, c'est un exemple. À donner, on ne désespère pas puisque en Afrique, il y a également des présidents jeunes, le cas du Burkina avec Ibrahim Traoré, qui fait des choses extraordinaires et qui est le Sankara réincarné, qui donne quand même de l'espoir au continent africain. Donc, la première leçon à tirer, c'est qu'arrivé à un certain âge, il faut comprendre que les forces nous abandonnent et il faut préparer la relève, il faut redonner, il faut passer la main. Et donc, avec Kamala Harris, dans le discours de Joe Biden hier, où il a désigné formellement comme la personne qui doit prendre la relève, eh bien, est une leçon, je dirais, un coup magistral, ex-professeur de culture politique, puisque Kamala Harris a été non seulement son colistier, mais aussi vice-présidente pendant 4 ans. Donc, elle s'est préparée à cette mission sous, n'est-ce pas, la coupole de Joe Biden pour aujourd'hui prendre la main et continuer là où Joe Biden va pouvoir s'arrêter. L'autre élément, c'est cette décision est dans la lettre que Joe Biden a publiée. Je vous fais quand même remarquer qu'il a mis l'accent sur l'intérêt pour son parti et pour le peuple américain. Très, très important, me semble-t-il. Voyez? Et donc, les présidents, généralement, quand les gens sont au pouvoir, ils ne pensent qu'à eux. Ils sont dans une forme d'autocratie du pouvoir qui fait en sorte qu'ils perdent de vue sur les intérêts de leur peuple et les intérêts de leur parti. Donc, pour le Parti démocrate et pour le peuple américain, il est donc mieux pour lui de se retirer et de laisser la place à quelqu'un d'autre. Cette humilité, je dirais, cette intégrité de reconnaître qu'à un moment donné, on n'est pas en capacité d'être à la hauteur des responsabilités qui sont les nôtres,
aussi est une leçon qu'il faut tirer. Et le troisième élément, en fait, c'est l'enjeu de perdre le pouvoir, ce qui est réellement en jeu. Si Joe Biden s'entêtait, eh bien, les démocrates vont perdre le pouvoir. Et pour eux, il n'en est pas question pour les deux raisons que je viens d'évoquer. La raison géopolitique qui est la guerre d'Ukraine, où les démocrates se sont engagés dans une longue guerre contre la Russie, ce qui est complètement insensé, mais ça a été leur choix au nom d'une forme de démocratie qui n'en est pas une, puisque depuis que cette guerre a été déclenchée, on voit comment il y a eu des milliers d'Ukrainiens qui ont été tués, et le pays est complètement vidé. Ils sont réfugiés en Europe, en Amérique, aux États-Unis, un peu partout, au Canada. Et alors que il n'y a pas vraiment de possibilité pour l'Ukraine de gagner cette guerre face à la Russie, qui est un pays, un grand pays, le plus grand pays au monde, qui est une puissance nucléaire. Et donc, il n'y a pas possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir résoudre ce problème par la force. Il fallait plutôt la négociation, les ententes, pour pouvoir assurer non seulement la sécurité de la Russie, mais également de l'Ukraine et des pays riverains. L'OTAN est entrée en jeu derrière cette volonté américaine de pouvoir toujours repousser les frontières issues de la guerre froide, plus de 1000 kilomètres depuis 1989, et donc qui menace pratiquement la Russie. La Russie est obligée de pouvoir se défendre et protéger son pays. Mais c'est un peu comme si la Russie venait établir, n'est-ce pas, ces missiles balistiques ou encore je dirais, ses agents au Mexique ou encore au Canada. Les États des Américains n'accepteraient jamais cette agression dans leur backyard, vous voyez, dans leur cour arrière. Et donc, c'est un peu la même chose que les Américains veillent imposer la démocratie, selon eux, en Ukraine et créer le chaos, la guerre, alors que derrière ce chaos et cette guerre, c'est plutôt la Russie qui est menacée. Donc, l'Ukraine sert un peu de cheval de Troie, sert un peu de tremplin, mais entre-temps, ben, c'est les Ukrainiens qui payent les pots cassés. Et derrière la Russie, ben, c'est la Chine qu'on veut endiguer parce que bon, l'hégémonie chinoise, le fait que son économie vient dépasser l'économie américaine, crée un certain nombre de convulsions. Et il fallait créer les conditions nécessaires géopolitiques d'endiguement de la Chine et également de balkanisation de la Russie. Mais il se fait qu'ils ont échoué dans ce plan. Et donc, ça met en danger non seulement la sécurité mondiale, mais également les intérêts des Américains. Mais puisque les démocrates se sont engagés dans cette guerre longue, il n'y a pas question pour eux de perdre le pouvoir. Il fallait mettre toutes les bouchées doubles pour pouvoir s'assurer qu'ils gardent la main sur la Maison-Blanche. Et c'est ce qui justifie justement le retrait de Joe Biden, parce que les intérêts en jeu, c'est des intérêts du complexe militaro-américain. Tout l'argent débloqué par le gouvernement Biden pour pouvoir soutenir l'Ukraine, cet argent d'abord et prioritairement revient aux États-Unis, puisque ben, c'est aux États-Unis que les armes sont produites. C'est le complexe militaro-américain qui est relancé à plein régime pour pouvoir être en capacité de fournir armes et munitions à la Russie dans un effort de guerre. Donc, vous comprendrez que ça, c'est une économie de guerre qui profite en premier lieu aux États-Unis. L'autre élément, c'est la fourniture du gaz et du pétrole. On voit que depuis, la question de l'environnement est reléguée au dernier plan. Il y a du gaz GNL qui est produit malgré donc les conditions environnementales difficiles et qui est transporté sur les océans pour aller fournir à l'Europe, alors que l'Europe avait du gaz de façon à moindre coût de la Russie. Tout ça est interrompu aujourd'hui. Donc, voilà, les démocrates, étant donné qu'ils se sont engagés dans l'OTAN, dans une guerre à longue portée, nécessitent qu'ils puissent faire tout ce qui est à leur pouvoir de pouvoir garder la main. L'autre élément que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est également le fait, le retour de Trump au pouvoir est un traumatisme. On ne veut plus jamais voir ça. On se rappelle l'attaque du Capitole, on se rappelle tous les propos racistes et xénophobes, on se rappelle du fait qu'il met autour de lui les riches, les responsables de grandes entreprises comme
le président de Exxon et tout ça comme ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'État. Donc, on est dans une forme de copinage entre riches qui fait en sorte que les intérêts des Américains ne sont pas, en tout cas de la population moyenne, ne sont pas pris en compte. On est dans les slogans Make America Great Again, mais à la fin de la journée, on accuse les immigrants, on accuse le Mexique, on accuse les autres, mais en réalité, la vie, il n'y a pas de changement qualitatif dans la vie des Américains, surtout de la classe moyenne, de la classe ouvrière, et surtout également au niveau des immigrants qui constituent en fait une richesse pour ce pays en termes de cerveau, mais aussi de main-d'œuvre qui soutiennent l'économie américaine de façon générale. Donc, voilà les enjeux qui sont aujourd'hui en train de se jouer dans cette campagne présidentielle américaine. L'autre point donc de cette discussion, de cet entretien, c'est au fait les impacts et surtout ce qui peut jouer en matière de relationnel avec l'Afrique aussi. Mais bien avant d'aborder cet aspect donc de notre interview d'aujourd'hui, Monsieur Thierry Sovni Amassadi Refunelate. Alors, si par exemple le président Joe Biden passe la main à Kamala Harris, est-ce qu'elle fera le poids devant Donald Trump, qui serait peut-être le prochain homme fort, si on peut se le permettre de le dire ainsi, ou quelles peuvent être également les répercussions sur la scène internationale selon vous? Le prochain homme fort ou la prochaine femme forte. Il faudrait qu'on s'habitue aussi au niveau du langage à genrer dans le discours d'une certaine manière. Parce que, bon, on n'est pas habitué, ça va être la première fois dans l'histoire, n'est-ce pas, des États-Unis qu'une femme va devenir présidente des États-Unis. Et ça demande le changement au niveau lexical, le changement au niveau même architectural, le changement au niveau de beaucoup de pratiques, hein, parce qu'on n'est pas habitué à avoir une femme présidente. D'ailleurs, quand j'évoque des changements au niveau architectural, la Maison-Blanche, comme vous savez, a été depuis qu'elle a été construite, cette Maison-Blanche n'a jamais eu comme femme présidente. Maintenant que ça va être une femme, les toilettes, un certain nombre de plans architecturaux ne sont pas faits pour les femmes. Donc, il va falloir penser à ça, comme quoi le bureau du président, c'est une femme, et donc adapter les toilettes, adapter un certain nombre de trucs, de conditionnement pour que la présidente puisse effectivement avoir toutes les fonctionnalités possibles pour son bureau et également pour exercer son pouvoir dans le cadre de cette maison-blanche. Ça, c'est juste à côté. Alors, pour revenir à l'essentiel, je dis essentiellement que c'est l'histoire qui va se jouer. C'est l'histoire qui va se jouer et cette élection aura une triple dimension. Et donc, Kamala Harris va être la première femme vice-présidente qui va, si les Américains la portent au suffrage universel, va devenir la première présidente des États-Unis. La première femme d'abord, mais aussi la double dimension, c'est qu'elle est noire. Son papa est jamaïcain. Et donc, c'est une femme, d'abord une femme, ensuite une femme noire. Cette double dimension de sa candidature se complète avec une triplicité, n'est-ce pas, de dimensions qui est le fait que sa maman est une Indienne, donc vient d'Asie. Vous voyez? Alors, ces deux discours, ces deux récits qui vont s'affronter. Le déni, d'un côté, le déni, n'est-ce pas, dans lequel s'enferment les racistes, notamment le discours de Trump, qui indexe les immigrants comme étant le problème des États-Unis, et Kamala Harris, qui est donc le produit de ce rêve américain où on vient aux États-Unis, où tout est ouvert, où quand vous travaillez, quand vous respectez la loi, quand vous engagez, vous avez toutes les possibilités devant vous et c'est vous qui devez faire en sorte que vous allez décrocher la lune, je veux même dire le soleil. Et donc, le cas de
la vie de Kamala Harris est un récit en soi qui va aller galvaniser tous ces Américains, nourrir ce rêve américain pour toutes les familles, puisque quelque part, tous les Américains, à part les autochtones, ont été d'une manière ou d'une autre des immigrants sur ce continent qui a été officiellement découvert, qui était un continent des Amérindiens depuis plus de 10 000 ans et que récemment, les Occidentaux prétendent avoir découvert avec Christophe Colomb, ce qui n'est pas vrai. Vous voyez? Mais c'est pour dire tout simplement que c'est une terre d'immigration, mais il y a certains, surtout il y a les anglo-saxons blancs, protestants, se sont donné le pouvoir de contrôler ce pays et d'imposer aux autres une forme d'hierarchisation au niveau des pouvoirs économiques, politiques, sociaux et anthropologiques. Et finalement, on a comme le sentiment que les États-Unis appartiennent à une frange de la population, ce qui n'est pas rien. Donc, il y a deux discours qui vont s'affronter. Alors, c'est tout ce que Trump rejette qu'on va lui imposer aujourd'hui. Et que les Américains, qui chacun a quand même, étant donné que pratiquement toutes les familles sont issues de l'immigration, à des générations différentes, soit c'est eux-mêmes, soit leurs parents ou c'est leurs grands-parents, puisque les États-Unis n'ont que 200 ans d'histoire. Donc, ce n'est que, je dirais, 4, 5 générations. Et de ce point de vue, eh ben, ce sentiment d'appartenance va être mis sur le tapis et va aller parler à beaucoup d'Américains. Ça, c'est le premier élément. Le second élément qui va beaucoup jouer dans cette campagne, c'est le fait que nous allons avoir un derby où on a une procureure de la couronne, une procureure de la justice de la cour et du parquet, donc, et nous avons un accusé qui est condamné pour criminalité, pour évasion fiscale, pour, comment on l'appelle, pour euh, sexual harassment, hein, pour des atteintes aux mœurs. Donc, Donald Trump a émargé à toutes ces accusations, bien que, ben voilà, dans son parcours judiciaire, dans cette tracasserie judiciaire, il trouve le moyen d'utiliser les mécanismes du droit pour pouvoir se tirer d'affaire, mais toujours est-il que il va faire face à une procureure qui est assez tenue, qui connaît, qui maîtrise son métier puisqu'elle a été procureure de l'État de Californie. Et donc, sur ces points-là, Donald Trump va avoir beaucoup de difficultés et c'est son traumatisme aujourd'hui. C'est un peu son cauchemar d'avoir à débattre avec Kamala Harris qui maîtrise le droit, qui est une procureure, qui a de l'expertise et qui sait vraiment dans une forme d'interrogatoire comment déstabiliser, n'est-ce pas, son adversaire. Donc, de ce point de vue, je pense que ça va être très difficile pour Trump de surmonter cet adversaire coriace. Mais on sait que Trump, bon, voilà, préfère plutôt, au lieu de faire preuve de capacité intellectuelle, va aller surfer sur ce que Spinoza appelle les basses passions. C'est-à-dire qu'il va il va faire recours, n'est-ce pas, au racisme, aux préjugés, va chercher à titiller un peu dans l'imaginaire collectif si ces préjugés raciaux. D'ailleurs, il a commencé. Là, il a annoncé que ils ont sorti une forme de vidéo propagande où on a essayé de peigner Kamala Harris comme étant a black angry woman. Donc, une femme noire, puisque les femmes noires ont ce stéréotype, qui sont toujours fâchées. Ils sont des folles en quelque sorte. Et d'ailleurs, Trump même a dit qu'elle est dingue,
elle est folle. Donc, il va vouloir surfer sur ses préjugés au lieu d'avoir des débats de fond. Des débats de fond sur l'inflation, sur l'économie, sur les agrégats économiques, sur la santé, sur pour faire en sorte que sur la dette américaine, également sur les questions de géopolitique, puisque les États-Unis, face justement au déplacement des plaques tectoniques d'un monde unipolaire vers un monde multipolaire aujourd'hui, vont perdre leur atout d'influence important. L'économie mondiale commence par amorcer un système qu'on appelle la dédollarisation, c'est-à-dire que le dollar, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a été cette monnaie qui a soutenu, n'est-ce pas, l'économie mondiale. Tous les échanges commerciaux internationaux se font en dollars à cause justement du fait que les États-Unis ont promis au monde à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, étant donné que l'Europe était complètement détruite, qu'il disposait 2 tiers des réserves d'or au monde et qu'il va garantir la monnaie. Vous voyez, c'est comme ça que le dollar est devenu, je dirais, l'instrument d'échange, l'instrument de change et de réserve pour la monnaie, pour l'économie mondiale. Il s'est fait que dans les années 70, avec le choc pétrolier, et bien avec l'accord qu'ils ont eu avec l'Arabie saoudite, ça a permis également de transformer le dollar en pétrodollar. Mais entre-temps, le président Nixon n'a pas tenu promesse. Il a rompu cet accord de lier le dollar à l'or comme actif et a décidé à ce que le dollar n'ait plus de contrepartie par rapport à l'or. Donc la planche à billets a été mise à contribution. Ça a permis aux États-Unis de pouvoir produire, de fabriquer en quantité le dollar, puisque les États-Unis continuent, le dollar est une propriété privée des Américains. Ils ont un pouvoir extraterritorial sur le dollar. Donc, le dollar qui circule dans le monde entier, dans l'économie du monde entier, tout le monde est en demande et qui donne ce dollar, c'est la réserve américaine. Mais il n'y a pas de contrepartie en termes d'actifs ou en termes de quantité d'or. Si tout l'économie mondiale, tout le monde amène son dollar aujourd'hui aux États-Unis pour dire, OK, prenez vos dollars, je vais prendre en contrepartie l'or ou l'actif, il n'y aura pas, ce sera alors la dévaluation où l'économie américaine va s'effondrer. Donc, on est là dans cette grande problématique de comment les États-Unis pourront se réaliser sans cet outil important qui a soutenu leur puissance, leur hégémonie mondiale, qui est le dollar, qui leur a permis d'avoir plus de 1000 bases militaires à travers le monde. Donc, il y a un réel problème économique qui se pose, puisque la Chine aujourd'hui dispose, avec ses bons de trésor, la plupart de la dette américaine et son économie en puissance et en exponentielle, en train de dépasser l'économie américaine sur ce point de vue. Et c'est ce qui panique les États-Unis à aller chercher, à utiliser les moyens violents, la guerre pour pouvoir stopper tout ça. L'autre élément, c'est que les États-Unis ne sont plus la superpuissance mondiale en termes militaires. On a vu la capacité de la Russie aujourd'hui à disposer des armes supersoniques d'une autre génération. Il y a la question de la guerre de l'espace, où un certain nombre de missiles sont en train de l'installer dans l'espace, la guerre des océans. Donc, on est sur d'autres domaines qui font aujourd'hui que le curseur se déplace d'un monde hégémonique anglo-saxon vers la multipolarité. On a des grands joueurs aujourd'hui, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil, qui sont en dynamique montante, ascendante, et qui fait en sorte que les rapports vont se rebrasser. Donc, on va sortir de cette architecture néocoloniale de domination européocentrée vers un monde multipolaire, étant donné également que la question de la population se pose. Un homme sur 2 vivra en Afrique en 2100. Déjà, on est 1,4 milliard, mais en 2050, on sera 2,4 milliards. Donc, la population est beaucoup plus du côté de l'Afrique et de l'Asie. Ce n'est pas du côté de l'Europe ni des États-Unis. Donc, c'est des enjeux majeurs. Comment gérer tout ça? Je crois que c'est sur ces sujets que les candidats à l'élection présidentielle devaient discuter, mais plutôt, on va laisser ces sujets de côté et jouer à la politique de l'Autriche en étant
en indexant les immigrants, les malheureux immigrants, en les accusant de tous les maux d'oiseau, alors que en réalité, les vrais enjeux sont ailleurs. Et donc, de ce point de vue, nous ne pensons pas que Trump est capable d'appréhender ces enjeux et de pouvoir en débattre de façon sereine pour permettre aux républicains, en tout cas aux Américains, de faire un choix éclairé, parce que ce qui les concerne, c'est leur boulot, c'est leur revenu, c'est leur santé, c'est leur retraite, c'est leur sécurité. Je crois que ces enjeux intérieurs aussi, me semble-t-il, méritent d'être discutés avec beaucoup de perspicacité, de compétences, de hauteur d'analyse et aussi une forme de programmatique pour apporter des solutions concrètes à ces enjeux, me semble-t-il. Dernière ligne droite, dernière question pour terminer, mettre en beauté, donc mettre fin à cette interview exclusive. Vous avez touché beaucoup de points, l'immigration, la sécurité, l'économie, le droit des femmes, le taux de chômage. Notons également que le mois prochain sera un mois décisif pour les démocrates, sinon pour Kamala Harris de savoir celui qui va l'accompagner en tant que vice-président pour les élections prochaine. À quoi s'attendre, vous, en tant qu'analyste, M. Tchérélou Lawson Nyamassadi Hefoubey? Et votre conclusion? Il me semble de toute évidence que pour l'instant, ça va rester une formalité. La convention démocrate va avoir lieu, je crois, le 19 août. Et ça a été retardé tout simplement parce que on savait que la santé du président Biden était chancelante. Il fallait trouver une solution de rechange avant cette convention, puisqu'après la convention, on ne pourrait plus reculer selon la loi américaine. Et donc, la défaite était sera tout à fait au rendez-vous, parce que face à quelqu'un qui est dont la santé est assez fragile, qui n'a pas la capacité mentale, intellectuelle, physique pour pouvoir porter le combat, les Américains n'auront pas d'autre choix que de pouvoir porter leur dévolu malgré eux, sur le président Trump. Donc maintenant, avec cette nouvelle dynamique, les choses ont changé. Le fait que Kamala Harris a 59 ans, je pense, et donc voilà, la question de l'âge aujourd'hui pèse comme un boulet du côté des républicains, et il faut maintenant pousser Donald Trump à aussi passer le relais d'une certaine manière. Mais évidemment, les républicains ont déjà choisi Vance, donc ils ont leur couple à cette campagne. Il me semble que le colistier ou la colistière de Kamala Harris ça va être déterminant dans la suite des événements. On a une femme noire d'origine asiatique, et donc ça pourrait poser problème, puisque nous sommes dans un pays où il y a une fracture raciale qui est tout à fait marquée. Il ne faut pas perdre ce point, en tout cas, de vue. Et donc, il faut trouver maintenant un homme blanc, voyez, et qui puisse avoir qui puisse apporter sur ce ticket tout ce que Kamala Harris n'a pas, peut-être l'économie, n'est-ce pas, cette capacité à être proche des Américains, qui va aller chercher les jeunes, qui va aller quelque part rassurer les milieux plus ou moins aisés, les milieux économiques aussi, puisque Kamala Harris est capable d'aller chercher les femmes, les minorités, la diversité, l'immigration. Et donc, tout cela va permettre à ce que Kamala Harris puisse aller faire en sorte que les Américains, dans leur mobilisation générale, vont chercher à inscrire un peu leur signature sur ce ticket historique, parce que ça va être vraiment historique. Chacun va vouloir faire partie de ces moments historiques uniques dans l'histoire des États-Unis. La question importante qu'il ne faut pas également oublier, me semble-t-il, est comment l'appeler, cet écran de verre, ce plafond de verre, n'est-ce pas, où, étant donné que, voilà, on a quand même une culture assez macho, n'est-ce pas, entre guillemets, aux États-Unis, eh bien, ils ne se voient pas dirigés par une femme.
Et donc ça aussi, ce plafond de verre doit être brisé parce qu'il y a une nouvelle génération qui est beaucoup plus ouverte, inclusif, qui est beaucoup plus diversifié et regarde les droits humains en termes d'équité, beaucoup plus que la vieille génération assez conservatrice qui reste encore accrochée à une forme de paternalisme qui fait en sorte à une hiérarchisation qui fait en sorte que la femme est toujours vue comme étant la personne qui doit rester en arrière. Ce n'est plus le cas. Le monde évolue, le monde change, les mœurs évoluent. Et donc, je pense que ça va être le prochain défi, n'est-ce pas, de certains milieux américains de comprendre que les choses évoluent. D'ailleurs, avec la question de LGBTQ, on voit comment ça progresse dans la société américaine, bien qu'il y a des résistances au niveau de certains États, ça bouge beaucoup. Et c'est la question aussi des droits civiques des Noirs, etc. Donc, tout ça, on va vers une société multiculturelle, multicomposite, où ce qui fait, où les valeurs de compétence, les valeurs de diversité, les valeurs euh, d'intelligence seront beaucoup plus de pondération que eh bien, je dirais, les stéréotypes liés à la couleur de peau, au sexe, au genre, etc. Donc, on attend ce que les démocrates ouvrent cet appel rare, qu'ils viennent cocher les cases vides où Kamala Harris n'arrive pas à rassurer une certaine tranche de la population américaine. Mais toujours est-il que ce qu'il faut comprendre à la fin de la journée, un président américain est toujours élu pour les Américains et pour les intérêts des Américains, qu'ils soient républicains ou démocrates. Donc, pour le reste du monde, il nous semble, en tout cas, du point de vue africain, que ce qu'il faut plutôt s'attendre, c'est travailler à notre propre unité, à l'unité de l'Afrique, à faire en sorte que nous arrivions aux États-Unis d'Afrique, dans des États confédérés, avec des pôles de pouvoir panafricanisés, c'est-à-dire la défense, donc collective pour toute la plaque continentale africaine, et que cette sécurité puisse s'élargir, se déployer sur les océans, puisque nous sommes entourés de l'océan Méditerranée, dont nous n'avons pas le contrôle, c'est l'Europe qui a tout le contrôle, l'influence là-dessus. L'océan Atlantique, c'est les Américains. L'océan Indien, c'est également le Golfe Persique et aussi la Chine. Et donc, il faut reprendre la main sur nos océans parce que c'est par là que les étrangers arrivent sur le continent et dans ce qu'on appelle la géopolitique des océans et sur le contrôle donc de la plaque continentale, sortie de nos enclos coloniaux où on se croit Togolais, Béninois, Ghanéens, tout ça. Ça n'a pas de sens à l'extérieur de l'Afrique et penser l'Afrique dans son unité, panafricaniser donc des postes importants, donc la défense pour tout le continent. Et ça évite donc des guerres fratricides, etc., ou des rébellions, etc., à l'intérieur de l'Afrique. L'économie, avoir une monnaie, une zone monétaire pour toute l'Afrique, une monnaie unique pour l'Afrique, une monnaie commune, et également changer le paradigme fondamentalement en termes de souveraineté sur nos ressources, sur les ressources du continent, de façon à ce que quand vous venez, vous êtes chinois, européen, américain, vous venez en Afrique, eh bien, c'est le même code minier qui va être appliqué, que ce soit au Maroc, que ce soit en Somalie ou en Afrique du Sud, puisque les gisements, les matières premières du continent appartiennent au continent et également la question de démographie, comment nous allons maîtriser notre propre santé sur le continent pour ne pas faire en sorte que c'est les autres qui ont le contrôle sur notre santé, notre éducation. Donc la panafricanité, le panafricanisme devient, je dirais, le chemin pour nous. Et donc, si on est comme ça unis et qu'on travaille nos dossiers, on peut rencontrer alors les États-Unis d'Afrique, peuvent rencontrer les États-Unis d'Amérique et discuter sur des enjeux d'intérêt commun. Ce n'est plus un rapport de maître à élève ou de dominant à dominé, mais de puissance, de blocs qui se rencontrent pour leurs intérêts. Et comme ça, on pourrait faire avancer d'autres dossiers comme les questions de réparation
par rapport à la question de la dette, par exemple, cette dette-là que la majorité des pays africains ont auprès de la FMI et de la Banque mondiale, qui sont des institutions du capitalisme américain, on pourrait donc les renégocier. La question de la réparation, puisque l'Afrique a donné des milliers de millions d'hommes valides, de femmes et d'enfants aux États-Unis à travers l'esclavage pendant 400 ans. Et ces gens-là, c'est de la main-d'œuvre gratuite, vous voyez, et que cette main-d'œuvre a contribué à l'essor du continent américain, à construire les États-Unis, à accumuler de la richesse, vous voyez, parce que pour pouvoir travailler, il faut la main-d'œuvre, cette main-d'œuvre est gratuite pendant 400 ans. Alors, personne n'en parle aujourd'hui, mais si l'Afrique est unie, on peut donc poser cette problématique, poser des questions de réparation, et ça va également pour le bien des Noirs américains, parce que aujourd'hui, cet esclavage a laissé des séquelles et qui font aujourd'hui que ça structure la société américaine en termes de fracture, en termes de racisme et aussi en termes d'exclusion et également de violence. Donc, toutes ces questions pourront être discutées. Le transfert technologique aussi, parce que nos pays ne seront pas tout simplement des lieux d'exploitation, n'est-ce pas, de matières premières au profit de l'Occident, au profit du capitalisme américain ou anglo-saxon ou européen, mais nous puissions également les transformer sur place de façon à ajouter la valeur ajoutée et donc créer de l'emploi et donner à la jeunesse africaine des raisons d'espérer en termes de revenus, en termes de bien-être, puisque le fait qu'on transforme les choses sur place, ça crée du travail, ça donne un revenu et ça augmente la consommation. Et la capacité pour nous aussi de contrôler notre monnaie de sortie de la colonialité. Donc, c'est des enjeux importants, futuristes parfois, mais ça nous prend de la détermination, ça nous prend de la vision, ça nous prend des leaders éclairés. Ces leaders-là, je pense qu'on en a beaucoup. Ces jeunes Africains, c'est tout roulé aux États-Unis, au Canada, en Europe. Et donc, cette intelligentsia aussi a besoin de repenser l'Afrique, de revenir en Afrique et pour reconstruire l'Afrique dans un rapport de gagnant-gagnant avec les États-Unis, avec l'Europe, avec l'Asie. Et c'est comme ça que nous pourrons tirer aussi notre épingle du jeu. Sinon, l'immigration ne sera pas la solution. Vider le continent pour se faire, pour devenir des esclaves dans ces pays, subir toutes sortes de traitements inhumains dégradants. Je ne pense pas que c'est ça la solution. La solution, ça va être en Afrique, mais il faut reconstruire l'Afrique et ça prend une vision, ça prend une programmatique, ça prend une intelligence, une éducation, une volonté aussi pour pouvoir y arriver. Et c'est comme ça que je perçois, en tout cas, la géopolitique de l'Afrique. Merci. Merci, monsieur Tché. Hello, son Namassadi Refoum Latte. Alphonse, vous êtes analyste politique, économiste et leader panafricain. Ça a été vraiment un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Merci pour votre disponibilité. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, n'hésitez pas à vous abonner à nos différentes chaînes. FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine. Et puis, Afro Web TV. Merci à tous et chacun de vous. C'était au micro et à la présentation Moïse Agbenga. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé Afro Web TV.